Allié. Donc, merci beaucoup, Dan. Je ne sais pas si ça marche. Oui. Merci aux organisateurs et aux organisatrices du colloque aujourd'hui. Ça fait très plaisir de pouvoir échanger avec tout le monde, soit en personne ou de façon virtuelle. Donc, je me présente, je m'appelle Emmanuel. Je travaille à Parc Extension depuis 2019 sur différents projets de développement immobilier, social et communautaire. Je collabore avec deux principaux organismes. Il y a le Comité d'action de Parc Extension, qui est le comité logement du quartier. Et puis, il y a Brique par Brique, qui est un groupe qui développe finalement du logement social. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est offrir un peu des observations à partir de cet engagement de terrain-là sur les défis auxquels les organismes sont confrontés quand ils veulent développer des projets finalement, quand ils veulent augmenter finalement l'offre de logements abordables, communautaires, social, etc. Et puis, peut-être pour débuter rapidement, Parc Extension, pour les personnes qui sont moins familières, c'est un quartier à Montréal caractérisé par un taux de pauvreté relativement élevé, une majorité de sa population qui est issue de l'immigration parfois très récente, et aussi depuis quelques années, une gentrification qui s'accélère très rapidement. Donc, il y a énormément de tensions finalement qui se manifestent actuellement autour de l'accès au logement avec une augmentation des loyers, une augmentation des évictions de différents types, que ce soit les reprises, les évictions simples, ce qu'on appelle de plus en plus les rénovictions aussi. Donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai commencé à m'engager finalement dans ce quartier-là, Parc Extension. Et puis peut-être aussi pour offrir une rapide introduction, les projets de logement social et communautaire au Québec, si on veut, il y a deux principaux types d'acteurs qui vont les mener, d'après mes observations. Là. Il y a ce qu'on appelle les groupes porteurs. Donc, c'est souvent un organisme communautaire. Par exemple, moi, je collabore avec le groupe Brique par Brique. À Parc Extension, il y a Apopex aussi, Habitation populaire de Parc Extension, qui est un groupe qui dispose de plusieurs immeubles dans le quartier, qui sont des logements sociaux. On collabore aussi avec le groupe de femmes du quartier africo-féminin depuis quelques mois, qui va devenir groupe porteur pour une maison d'hébergement, si tout va bien d'ici une année ou deux. Donc, les groupes porteurs sont finalement les organismes qui vont assurer, si on veut, qui vont devenir éventuellement propriétaires, puis qui vont assurer la gestion des projets de logement social et communautaire. Et ils mènent ces initiatives-là en collaboration avec ce qu'on appelle les GRT. C'est un acronyme pour Groupe de ressources techniques. C'est finalement des organisations de professionnels qui soutiennent les organismes communautaires dans les projets de développement immobilier. Pour faire la brève histoire, en 1977, la Société d'habitation du Québec a créé le programme Logipop pour soutenir le développement des GRT à l'échelle du Québec. À Montréal, il y a 4 GRT finalement qui sont actifs sur le territoire. Il y a le Rommel, Groupe CDH, Bâtir son quartier et Atelier Habitation Montréal. Les projets sur lesquels je travaille à Parc Extension, c'est en collaboration avec le Rommel en particulier. En ce qui concerne les 3 paliers de gouvernement, je peux parler au niveau municipal plus pour Montréal. La ville acquiert des terrains, finalement, qui peuvent être après réservés pour des projets de logement social et communautaire. Ça vaut la peine de souligner que l'administration Plante s'est dotée en 2020 d'un nouvel outil juridique qui s'appelle le droit de préemption. Il y a 300 terrains qui ont été assujettis, si je me rappelle bien, c'était en mars 2020. La vocation de cet outil-là, c'est de faciliter finalement l'acquisition de terrains en donnant la préséance à la Ville de Montréal pendant 60 jours pour acquérir un terrain dès qu'il y a une offre d'achat qui est déposée. Donc, ça, c'est un outil qui a été utilisé pour faciliter l'acquisition de terrains par la Ville. Et puis après, on a le gouvernement provincial qui, bon, comme l'a évoqué Geneviève, peut-être Julien un peu, si je me souviens bien, au fond, ils vont attribuer des unités Accès Logis par l'entremise de la Société d'habitation du Québec. Malheureusement, le programme Accès Logis est vers la fin de ses beaux jours, ou de ses jours tout court, d'après ce qu'on a appris récemment. Le gouvernement fédéral intervient plus activement depuis environ 2017 dans le domaine du logement, notamment avec un programme qui s'appelle l'ICRL, l'Initiative pour la création rapide de logements, donc sur lequel je vais revenir un peu plus tard dans mon exposé. Et donc, ça m'amènerait peut-être à ce qui, finalement, l'objet principal de ma présentation, les défis auxquels on fait face sur le terrain. Je vais parler de mon expérience à Parc Extension, mais je pense que ça s'applique finalement à d'autres contextes, à d'autres quartiers, à d'autres villes. Vous avez peut-être entendu parler, si vous vous intéressez aux enjeux de logement, de Matthew Desmond, qui est un sociologue américain qui avait publié un bouquin sur les évictions. Et puis, lui, il identifie 3 facteurs pour définir une crise du logement. Finalement, il y a une augmentation des coûts associés au logement, que ce soit une augmentation des loyers, par exemple, ou une augmentation du coût des maisons qui mène à des difficultés d'accès à la propriété. Une stagnation des revenus qui fait que, finalement, l'augmentation des coûts ne correspond pas à une augmentation de la capacité de suivre cette augmentation-là par l'entremise du pouvoir d'achat, puis un recul des services sociaux. Alors, nous, ce qu'on peut observer peut-être de notre côté, c'est qu'effectivement,
Le principal défi peut-être lié à la COVID-19 en ce qui concerne le développement immobilier social, c'est vraiment l'augmentation des coûts associés au développement des projets de logement, puis notamment les matériaux de construction. La spéculation immobilière est un phénomène relativement indépendant, je pense, de la crise de COVID-19, mais on peut voir qu'en ce moment, elle converge, si on veut, avec cette augmentation des coûts de matériaux qui, elle, est très clairement liée à la COVID puis à la perturbation, finalement, des chaînes d'approvisionnement, entre autres, là, puis le ralentissement de l'activité économique. Bref, il y a cette convergence-là qui mène à une augmentation générale des coûts qui permettent de mener à bien des projets de logement, ce qui rend très difficile la viabilisation financière des projets tout en maintenant les loyers aussi abordables que possible. Parce qu'une stratégie qui peut être utilisée par plusieurs développeurs immobiliers privés, c'est d'augmenter les loyers finalement, de compenser l'augmentation des coûts avec une augmentation des revenus, ce qui finalement est commode dans un contexte aussi où que plusieurs quartiers se gentrifient à Montréal, puis dans d'autres villes du Québec au demeurant. Donc il y a bel et bien une demande pour des logements finalement avec des loyers qui sont plus élevés. Donc ça, c'est une stratégie qui peut être utilisée, mais quand on veut maintenir les loyers aussi bas que possible, ça pose un défi considérable. Peut-être deux défis importants aussi qui méritent d'être abordés rapidement, c'est les difficultés d'arrimage d'une part entre les différents paliers de gouvernement. Le premier défi, c'est vraiment, on sent parfois sur le terrain qu'il y a une déconnexion finalement entre les actions prises à un certain palier puis celles qui sont prises à un autre. Par exemple, la Ville de Montréal, on peut leur accorder ça. Ils ont acquis plusieurs terrains à Parc Extension au cours, disons, des 2 dernières années. Mais à défaut d'avoir des unités accès-logis pour les développer, plusieurs de ces terrains-là demeurent vacants finalement. Mais ça, c'est une responsabilité qui reviendrait davantage au gouvernement provincial. N'en déplaise à Denis Coderre, là, qui avait utilisé ça comme une ligne électorale l'automne dernier. Ça, c'est une forme de déconnexion peut-être qu'on a pu observer, c'est le fait qu'on a des terrains, mais on n'a pas nécessairement le financement pour développer des projets sur ces terrains-là. Un autre exemple aussi récent, c'est l'initiative pour la création rapide de logements, l'ICRL, requiert que les projets soient finalement complétés plus ou moins 1 an après l'obtention du financement, parce que ça s'appelle l'initiative pour la création rapide. C'est vraiment le but, c'est d'offrir rapidement des projets qui sont accessibles aux bénéficiaires. L'inconvénient, par contre, c'est que dans le transfert des fonds fédéraux vers le gouvernement provincial, il y a des délais administratifs qui, finalement, imposent des délais supplémentaires, justement. Puis, ça rend difficile le respect des échéanciers ou même des fois la complétion des projets. Et pour autant que ça peut mener, par exemple, à dépasser la période de diligence sur des offres d'achat, sur des immeubles qu'on cible pour des projets. Ça peut mener aussi à retarder, finalement, le paiement des professionnels, que ce soit les architectes, les ingénieurs, les arpenteurs, géomètres, qui permettent finalement de mener les projets à bien. Là. Donc, ça peut poser problème finalement. Donc, il y a ces problèmes d'arrimage-là entre les différents paliers de gouvernement, un premier défi qui s'ajoute à l'augmentation des coûts liés à la construction puis au développement des projets de logement social. Ensuite, il y a le manque de ressources aussi du côté des groupes pour mener des projets à bien. Je dirais honnêtement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une sorte de tension, je dirais, entre la professionnalisation puis la participation populaire aux initiatives pour développer des projets. En théorie, les groupes porteurs peuvent être des initiatives citoyennes. Par exemple, à Parc Extension, on a relancé la coopérative Un Monde Uni qui avait été créée en 2013 et tombée en dormance pendant quelques années. On a reconstitué la coopérative en début 2021. Elle est composée entièrement de résidents et résidentes du quartier. Donc, on est très content que ce soit une initiative qui soit menée par et pour le quartier. Mais en revanche, finalement, on sent parfois que, parce qu'on s'y implique sur une base strictement bénévole, parce qu'il y a peut-être un manque de ressources pour faciliter notre formation, éventuellement, le projet avance moins vite qu'il pourrait en d'autres circonstances, finalement. Alors, ça me permettrait de conclure sur quelques pistes de solutions. On le sait, il faut un réinvestissement dans le logement social, mais je dirais non seulement pour le développement des projets eux-mêmes, mais aussi pour l'accompagnement des groupes porteurs. Pour nous aider, par exemple, dans un contexte de raréfaction des ressources, au moins au niveau provincial, là, à partir des fonds publics, nous aider à diversifier les sources de revenus pour boucler des montages financiers, que ce soit d'être mis en contact avec les fonds de travailleurs, la FTQ, Fonds d'action, la Caisse d'économie solidaire des Jardins, le fonds de la GRTQ, les fondations philanthropiques, Lucien-André Chagnon, la Fondation Trottier. Donc, un accompagnement peut-être pour les groupes serait bienvenu. Là. Et puis, des ressources pour aider, par exemple, les GRT à accompagner les groupes à cet égard-là. Une autre idée qui se discute un peu, ça serait, puis ça mériterait d'être élaboré davantage, c'est l'attribution conditionnelle de terrain
par la Ville de Montréal. Il y a un peu un jeu de l'œuf ou la poule des fois qui se joue, où que d'une part, quand on veut solliciter finalement, ou quand on demande du financement à des bailleurs de fonds en vue de monter un montage financier, si on n'a pas un terrain sur lequel développer un projet, ça se joue en notre défaveur, parce que finalement, on demande de l'argent pour un projet qui n'est pas encore, qui ne dispose pas finalement justement d'un terrain. Mais en contrepartie, si on entreprend des démarches du côté de la Ville sans avoir déjà des confirmations du côté des bailleurs de fonds pour le montage financier, ça peut être difficile d'obtenir un terrain. Donc, l'idée d'attribuer sous certaines conditions un terrain pour faciliter l'obtention de financement ensuite pourrait être une avenue à envisager. Un meilleur arrimage entre les différents paliers de gouvernement, je l'ai évoqué tantôt. Peut-être aussi la question d'un zonage préférentiel pour les projets de logements sociaux et communautaires. Une des manières dont on peut viabiliser financièrement des projets sans augmenter les loyers, c'est d'augmenter le nombre d'unités, en fait. Si vous êtes dans le développement immobilier, le nerf de la guerre, c'est le nombre d'unités souvent que vous avez dans votre projet qui vous permet de rentabiliser. Mais des fois, ce qui rend ça plus difficile, ça va être la hauteur maximale, le nombre d'étages maximal finalement pour un projet. Le taux d'implantation maximal, c'est la superficie sur laquelle votre immeuble peut occuper sur le terrain. Donc, peut-être que d'avoir un zonage qui serait un peu plus avantageux pour les projets immobiliers de type social et communautaire, une hauteur maximale un peu plus importante, un taux d'implantation un petit peu plus important, ça pourrait aider à viabiliser certains projets. Ça donnerait un avantage compétitif, si on veut, aussi par rapport aux développeurs immobiliers privés. Peut-être qu'il faut, puis par rapport à cet enjeu-là, peut-être qu'il faut poser un nouveau regard sur le type de ville qu'on souhaite construire, parce que si on veut viabiliser les projets de logement social communautaire, ça peut effectivement nécessiter des projets qui sont plus hauts. C'est des projets qui n'ont peut-être pas le cachet d'un duplex ou d'un triplex, mais ça permet de loger les gens finalement. Puis sur ces enjeux-là, entre autres, il y a un beau travail qui a commencé à être mené par un professeur en sociologie à Vancouver. Son bouquin s'appelle « The Death and Life of the Single Family House ». Mais je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur les manières dont on occupe l'espace urbain, puis les politiques qui permettraient finalement de mettre de l'avant cette vision-là. Je dirais en conclusion qu'il nous faut, Julien l'a bien évoqué, il nous faut un mouvement social fort pour finalement tenir tête, résister finalement au recul des acquis sociaux liés au logement là, qui ont été gagnés de haute lutte. Dans les années 70, Geneviève en a parlé, c'était un peu une sorte d'âge d'or. Il y a eu une période très intéressante aussi vers la fin des années 90 qui a mené entre autres à la création du programme Axélogie. Mais là, il nous faudrait des nouvelles mobilisations sociales à la fois plus larges, adressées par exemple au gouvernement provincial, au gouvernement fédéral, mais il nous faut des mobilisations sur le terrain aussi, dans les quartiers, entre autres pour contrer finalement la multiplication des projets de logement qui, eux, ne sont pas abordables du tout. À Parc Extension, il y a eu une mobilisation, entre autres, autour du 495 Beaumont, qui avait été médiatisé beaucoup. C'était la Homemade Bakery qui était là avant. C'est un terrain que la Ville de Montréal envisageait d'acquérir pendant un certain temps. Les négociations ont achoppé avec le vendeur, puis c'est le groupe Montoni qui finalement a acquis ce terrain-là. Ils ont développé des appartements de luxe, finalement, des unités locatives avec des loyers qui peuvent monter jusqu'à 2 950 $ pour les plus grands logements. Là. Donc, pour nous, ça a envoyé un message clair que c'est important de se mobiliser sur le terrain, pas juste pour qu'il y ait une augmentation du nombre de logements sociaux communautaires, pour qu'il y ait du financement alloué à cet effet-là, mais des fois aussi très banalement pour empêcher que le peu d'espace qui est encore disponible, parce qu'il y a un enjeu effectivement de densité, là, puis d'accès aux espaces dans les contextes urbains, pour empêcher que les espaces qui sont disponibles soient accaparés finalement par des projets qui ne répondent pas vraiment aux besoins des résidents et des résidentes peut-être à plus faible revenu. Donc, ce serait un peu mes observations, puis je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.